Voilà, bonsoir et merci de nous choisir sur ZM Télévision pour vous informer. C'est parti pour les titres de cette grande édition du journal. Et l'Ouganda s'oppose catégoriquement à la décision de la Cour internationale de la justice l'ayant imposé de payer 325 millions de dollars américains en guise de réparation de dommages causés sur le sol congolais lors de la deuxième guerre du Congo. Dans un autre chapitre, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a lancé ce jeudi 10 février l'atelier de restitution de l'étude sur la création d'une banque d'investissement et des garanties en République démocratique du Congo. Voilà, après les titres, place au développement, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Ce parti pour cette grande édition du journal sur ZM Télévision. Et d'abord, cette information, l'Ouganda sommet de payer 325 millions de dollars américains pour réparation de dommages causés sur le sol congolais lors de la deuxième guerre du Congo entre 1998 et 2003. Tel est le verdict rendu ce mercredi 9 février par la Cour internationale de la justice dans le contentieux qui oppose les deux pays. 325 millions de dollars américains, c'est les montants fixés par la Cour internationale de justice à l'Ouganda qui doit être payé à la République démocratique du Congo qui réclamait, elle, 11 milliards de dollars. Ces montants correspondent à l'évaluation de dommages infligés aux personnes et aux biens lors de la deuxième guerre du Congo qui a eu lieu entre 1998 et 2003. En particulier, l'invasion puis l'occupation par l'armée ougandaise de la province de l'Ituri, située dans la région de l'est du pays. Kinshasa affirme que 400 000 civils ont péri en raison de cette occupation et 600 000 personnes ont été déplacées. Dans ces montants de 325 millions de dollars américains figure également les réparations pour le pillage de ressources, d'exploitation de forêts ou la destruction de parcs naturels. En 2005, la Cour internationale de justice, organe judiciaire de l'ONU chargé de régler les litiges entre États, juge que l'Ouganda doit payer de réparation à la République démocratique du Congo. Les deux pays devraient trouver un accord sur le montant de facture. Dès les débuts, Kampala conteste le montant chiffré par Kinshasa, estimant que son pays n'était pas le seul impliqué dans cette guerre. La facture demeurait trop lourde. Les positions irréconciliables de deux pays vont retarder la procédure d'audience en audience inaboutie. Les choses ont traîné en longueur jusqu'en 2021 lorsque les deux parties présentent enfin leur demande à la Cour pour que l'arbitrage soit enfin rendu. Ressent dans ce même chapitre, c'est la réponse du berger à la bergère l'Ouganda de son côté qui s'oppose catégoriquement à cette décision de la Cour internationale de la justice qui la somme de payer un montant de 325 millions de dollars américains en guise de dommages causés sur le sol congolais entre 1998 et 2005. En réaction, le ministre ougandais des Affaires étrangères qui estime que le jugement actuel n'est pas fondé sur des éléments solides. La réaction ougandaise ne s'est pas fait attendre au lendemain du verdict de la Cour internationale de justice qui a ordonné à l'Ouganda un versement d'une somme de 325 millions de dollars américains de réparation à la RDC pour des préjudices défavorables causés lors de l'invasion à l'est du territoire congolais pendant la guerre de 1998 à 2003. Sur son compte Twitter, le ministère des Affaires étrangères de la République de l'Ouganda a rendu un communiqué qui explique son opposition catégorique contre le paiement de cette somme. Selon la partie ougandaise, le jugement actuel n'est pas fondé sur des éléments solides impliquant l'Ouganda. Elle estime que la RDC n'a pas été capable de fournir d'éléments fondés au jugement intervenu en 2005, sachant que leur armée est l'une des plus disciplinées de la sous-région. L'Ouganda considère que cette décision de la CIJ ne vient que pour détruire la relation actuelle entre la RDC et ce pays voisin sur le plan militaire et sécuritaire. Autre titre d'actualité, je l'ai annoncé au sommaire dans mon introduction, allais-je dire, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a lancé ce jeudi 10 février l'atelier de restitution de l'étude sur la création d'une banque d'investissement ici en République démocratique du Congo. Ce assise permettra de mettre des avis en vue d'accélérer le développement socio-économique au pays.
Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a donné les go ce jeudi 10 février à l'ouverture officielle de travaux de l'atelier de restitution de l'étude de faisabilité relative à la mise en place effective de ces projets. Ces travaux entrent dans le cadre de la mise en œuvre effective de la Banque d'investissement et de garantie en République démocratique du Congo, une réforme importante qui vise à garantir les investissements publics et privés en vue de favoriser le développement économique du pays. La création de cette banque reste une priorité pour le gouvernement, a-t-il souligné le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Permettez-moi d'exprimer à tous les invités ici présents mes sincères remerciements pour l'opportunité m'ont fait ce jour à participer à cette étape importante de restitution des conclusions de cette étude sur la création de la Banque d'investissement et de garantie en République démocratique du Congo. En effet, les commentaires que les différentes personnalités vont apporter à cette étude permettront de jeter un regard sur ce qui a été fait en vue de relever les défis majeurs avant de projeter la mise en œuvre effective de cette banque qui contribuera à soutenir l'économie par la création des industries locales dans notre pays. Le chef du gouvernement a par ailleurs promis l'accompagnement de son gouvernement dans cette démarche. De l'accompagnement du gouvernement en vue de l'atteinte des objectifs assignés, notamment la mise en œuvre effective de la Banque d'investissement et de garantie en République démocratique du Congo. Par ailleurs, je remercie toutes les parties prenantes pour les efforts fournis en vue de la réalisation de cette étude dont les conclusions étaient attendues depuis plus de 2 ans. C'est sur ces mots, mesdames et messieurs, que je déclare ouvert les travaux de l'atelier de présentation d'études relatives à la création d'une banque d'investissement et de garantie en République démocratique du Congo. Notons que cet atelier a été organisé par le ministère de l'Industrie en vue de permettre aux différents participants d'apporter des commentaires nécessaires sur l'étude réalisée par l'équipe Finactu, financée par le FPI, avec le BCECO comme maître d'ouvrage délégué, pour ainsi ouvrir la voie à la matérialisation de ces projets qui aboutira à l'accélération du développement socio-économique en République démocratique du Congo. Dans un autre chapitre, le directeur général de l'Office de gestion de fret multimodal, Zare Olivier Manzila, est arrêté pour de faits infractionnels qui pèsent sur sa personne. Cette arrestation intervient après avoir rejeté la convocation du procureur général ainsi que de l'avocat général de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Convoqué plusieurs fois par la justice congolaise, le directeur général d'intérim de l'OGEFREM, Olivier Manzila, est aux arrêts. Les agents de la police militaire ont débarqué ce jeudi 10 février aux installations de l'OGEFREM pour son arrestation après avoir snobé toutes les convocations de l'avocat général du parquet de la Cour d'appel Kinshasa-Gombe et du procureur général. Pour rappel, cette interpellation fait suite à la plainte déposée par un agent de cette entreprise publique qui, lésé par son licenciement, a décidé de saisir les instances judiciaires pour entrer dans ce droit. Descendu à l'office de gestion du fret multimodal pour arrêter le directeur général, les éléments de la police ont rencontré l'opposition des agents et cadres de cette entreprise qui protestent contre cette arrestation. Ces derniers ont fait des déclarations pour manifester leur indignation contre ce qu'ils qualifient de tentatives de déstabilisation de leur entreprise. Présentement, comme vous l'avez dit, nous devons savoir qu'est-ce qui se passe. On nous a dit que le DG a eu le mandat de comparution. Ok, il a répondu hier. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe après que quelqu'un soit passé là-bas? Aujourd'hui, il y a des avis de recherche et consorts. Ça sent du roussi. Aujourd'hui, ça va être l'OGEFREM sans bureau.
puisque c'est nous qui prenons la décision, nous sommes là. On vient de nous dire qu'est-ce qui se passe. Je crois que le conseil d'administration devrait immédiatement se saisir pour poser le problème. Pour ne pas parler du ministre lui-même. Nous voulons tirer l'attention de tous ceux qui sont en train de tirer les ficelles. Nous savons que ce n'est pas ceux qui sont là qui viendront donner le bonheur ici. Ne commettons pas l'erreur. Notons que Olivier Manzila a été convoqué pour des faits infractionnels lui imputés, entre autres, autour de sa gestion depuis son arrivée à la tête de cette entreprise publique. Voilà, nous allons parler sécurité dans cette grande édition du journal. Les forces armées de la République démocratique du Congo annoncent avoir neutralisé au moins 23 rebelles EDF dans la province du Nord Kivu et celle de l'Ituri. Ce prouesse ont été réalisés dans le village de Makusa ainsi que celle de celui de Makumu. Plusieurs armes de guerre de type AK-47 ainsi que 2 bastions rebelles ont été récupérées grâce à cette opération militaire. Depuis l'instauration de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, les forces armées de la République se battent bec et ongle pour restaurer la paix dans cette région du pays en proie à l'insécurité depuis des décennies. 23 rebelles EDF ont été neutralisés le mercredi 9 février dans le Nord Kivu et en Ituri. Cette prouesse a été réalisée dans le village de Makusa, près de Mangina, au Nord Kivu, et Makumo, dans la chefferie de Babila Babombi, en territoire de Mombasa. Nous sommes dans la province d'Ilituri. Outre le rebelle tué, plusieurs effets de guerre ont été récupérés, dont 5 armes de type AK-47, des bombes artisanales et plusieurs effets militaires. Un bastion de rebelles qui a servi l'ennemi longuement pour déstabiliser plusieurs entités de Béni a été également récupéré. Pour rappel, depuis le lancement des opérations conjointes FARDC UPDF dans la région de Béni, plusieurs bastions de l'ennemi ont été récupérés et certains rebelles arrêtés par l'armée loyaliste. Nous restons dans la partie est de la République démocratique du Congo, cette fois-ci dans la province de l'Ituri. Sachez que le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation initié par le commandant suprême de forces armées, Félix-Antoine Tshisekedi et Tshilombo, reste la seule solution pour le retour de la paix durable dans cette province que je viens de citer. Si haut, les groupes armés sont appelés à s'approprier de cet outil, message lancé par le coordonnateur AI de ce programme, Jean-Claude Mazio. Tous les groupes armés existants en Ituri doivent s'approprier les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation pour le retour définitif de la paix dans cette partie du pays. Message lancé ce jeudi par le coordonnateur intérimaire de ce programme, Jean-Marc Mazio, dans une journée de sensibilisation sur la feuille de route du PDDRCS déjà élaborée en Ituri. C'était en présence des membres du cadre de concertation à l'appui à ce programme. Pendant cette période-là, sous la coordination de son Excellence Monsieur le Gouverneur des provinces, nous avons quand même réalisé pas mal d'actions, entre autres sur le plan programmatique, mais aussi des contacts importants. À l'issue de toutes ces démarches, nous avons maintenant des livrables que nous pouvons partager avec le public, entre autres la feuille de route. Comme nous avons déjà la feuille de route qui détermine les actions qui seront menées pour l'année 2022, il fallait quand même, dans le cas de redevabilité, présenter ces documents et c'est un peu d'échanger avec toutes les parties. Pour rappel, le PDDRCS, initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tshilombo, est une réponse à la stabilisation de la partie est de la RDC. En Ituri, une province sous état de siège. Ce programme donne une brèche aux groupes armés traqués par les FARDC sous le commandement du gouverneur de province, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni, de déposer les armes. Il faut le dire, ce genre de sensibilisation va se poursuivre sur toute l'étendue de la province en vue de créer des conditions favorables pour la réussite de ce programme.
Nous restons dans cette partie de la République démocratique du Congo. Les communautés Béra et Ema de deux villages du groupement de Maïbaro en chefferie de Mobala, territoire d'Iromo, se sont engagés à cohabiter pacifiquement après une année et de Denis sans pour autant se fréquenter. Un engagement qui fait suite aux appels du gouverneur militaire de l'Ituri aux communautés à cultiver l'amour, l'unité en vue de la pacification de cette province. Hormis l'intensification des opérations contre les forces négatives, l'appel à l'amour et à la cohabitation pacifique lancé constamment par les gouverneurs militaires à certaines communautés de l'Ituri commence à trouver un écho favorable. Les communautés Bira et Hema des villages Iromo Centre et Kangakolo dans les groupements Mayaribo en territoire d'Iromo s'engagent désormais à cohabiter pacifiquement. Le dimanche dernier, elles se sont rencontrées au village Kangakolo à 7 km de la rivière Chari pour faire la paix. Ceci grâce au bon office de l'administrateur militaire du dit territoire à la tête d'une délégation du comité local de sécurité. Le chef de chefferie des Mobala et Bahema Dirumu exhorte les deux communautés à l'unité et à la tolérance pour développer leurs entités. Kati yetu na mandugu yetu ya Bahema ya Sota. Inaomba turudishe upendo katikati yetu. Muhema aone Mpira sa ndugu yake na Mpira aone Muhema sa ndugu yake. Hatutaweza kufanya maendeleo na insécurité. Tunapaswa kufanya maendeleo kama kimya inakuwa. Même son des cloches du côté des présidents des jeunes de ces deux villages. Muhema, Mpira Occasion pour l'administrateur militaire d'Irumu, le colonel Siron Simba, de rassurer ses administrés quant à la détermination des forces armées d'en finir avec les groupes armés. Cet engagement à vivre ensemble et à se pardonner mutuellement entre ces deux communautés d'Irumu après plus d'une année d'émission si fréquentée doit servir d'exemple aux autres sur l'ensemble de la province de l'Ituri pour le retour de la paix en plus des actions militaires contre le fils de fille de l'Ituri qui continue d'être à la base du malheur de la province. Voilà, on parle de tout à fait autre chose dans cette grande édition du journal. Le Conseil national de la jeunesse poursuit sa consultation nationale. Son président William Mokombila a échangé ce jeudi au siège du CNJ avec Douglas Chibombi. Ce dernier a présenté ses propositions concernant la jeunesse congolaise dans un vademecum intitulé « Politique nationale de la jeunesse ». Dans les cadres de consultation nationale de la jeunesse congolaise initiée par le Conseil national de la jeunesse, Douglas Chibombi, en sa qualité de personnalité politique, a franchi ce jeudi le portillon du siège du CNJ pour prendre langue avec son président. Un cadre convivial d'échange ayant permis à ce jeune avisé et patriote d'exhumer les questions de la jeunesse congolaise. Je tiens d'abord à remercier le chef de l'État pour le patronage de ces assises. Et surtout la question qui concerne notre jeunesse, parce que la jeunesse de notre pays, à chaque fois, elle a toujours été abandonnée. Mais avoir de telles assises, c'est une opportunité pour que les intelligences de la jeunesse congolaise soient mises ensemble, pour que nous puissions avoir un bon carnet de départ et une feuille de route qui pourra conduire à ce que les aspirations et les ambitions de la jeunesse soient quand même mises en pratique et soient prises en considération. La plus grande qualité sur laquelle on a misé sur ma personne, c'est la force que nous avons fait en 2018 au moment des élections. Nous étions les jeunes courageux, les jeunes ambitieux de la ville de Kinshasa qui ont osé postuler au Sénat en représentant la ville de province de Kinshasa. Et cela a été une touche qui a fait à ce que puisse donner un go à tous les jeunes qui pensaient que le Sénat était seulement pour les vieux. Mais le Sénat aussi appartient aux jeunes qui peuvent aussi postuler, pas seulement pour la députation provinciale ni nationale, mais le Sénat aussi est là pour la jeunesse, parce que cette jeunesse a aussi des matières qui peuvent contribuer au sein de l'Assemblée nationale, plus particulièrement au Sénat. C'est nous
normalement qui devons diriger cette nation parce que nous sommes très nombreux et nous avons la capacité non plus d'être marchepied, mais plutôt plus acteur au sein de la nation. Occasion faisant le larron, l'hôte William Mukambila a présenté ses propositions dans un vade-mecum intitulé « Politique nationale de la jeunesse ». Autre titre d'actualité, la génération Tshisekedi, les inconditionnels, témoigne de son soutien sans faille aux actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le bien-être de la population congolaise. Elle a été partout dans toutes les cérémonies solennelles de Félix Tshisekedi Tshilombo. Elle a brillé par sa présence remarquable à Mwanda, dans le Congo central, avec le drapeau et banderoles portant les effigies de l'ex-ministre de l'EPST et député national Willy Bakonga, aux côtés du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, pour accueillir le président de la République venu pour la cérémonie de la pose de la première pierre de construction du port en eau profonde de Banana. L'ASBEL, génération Tshisekedi les inconditionnels, est l'œuvre de Willy Bakonga qui apporte son soutien sans faille aux actions du chef de l'État. Ses membres et cadres ont mouillé le maillot sous ce soleil ardent pour témoigner leur attachement à celui que les Congolais ont surnommé Fachi Béton. L'ambiance était au rendez-vous. Comme si cela ne suffisait pas, la génération Tshisekedi les inconditionnels a mobilisé ses membres le 1er février dernier pour rendre hommage au précurseur et père de la démocratie, le feu Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Chemin faisant, ce sympathisant fredonnait de chants exaltant le prouesse, le dynamisme et la sagesse politique qui caractérisent Willy Bakonga. Ansélé, ce Tasbel a rendu des hommages dignes et mérités au fait Dr Étienne Tshisekedi wa Mulumba en marge de la commémoration du 5e anniversaire de sa disparition. Pour terminer ce journal dans le chapitre international de milliers de Français avec leurs véhicules s'y sont donné rendez-vous ce jeudi à Paris pour manifester leur indignation contre le pass vaccinal politique mis en place par les autorités pour lutter contre la propagande de la Covid-19. Ils se sont donné rendez-vous pour la nuit à ce rond-point de Toulouse. Dans la campagne. La population française réunie pour une cause, la suppression du pass vaccinal. Certains se sont organisés pour y tenir. Difficile à quantifier, mais d'ores et déjà scrutée de près par le gouvernement. Partis du sud-ouest et du sud-est, à 2 mois de la présidentielle, ces mouvements s'immiscent dans la campagne. Une mobilisation difficile à quantifier. Le contexte électoral rend ceci extrêmement délicat et c'est vrai que ça crée les circonstances d'un faux pas possible qui pourrait enrayer une campagne qui semble bien engagée pour Emmanuel Macron, même s'il n'est toujours pas candidat. La classe politique reste cependant calme malgré les revendications de manifestants contre la politique du gouvernement dans la lutte contre la Covid-19, particulièrement en imposant le pass vaccinal. Ce journal est terminé.